dernière séance du séminaire Mauvais goût, mauvais genre, puisque nous touchons au bout de notre chemin et de notre exploration des mauvais goûts, des mauvais genres. Et la semaine prochaine, pour la séance de clôture, on va finir avec un véritable feu d'artifice lors d'une séance à 2 voix pour laquelle nous accueillerons Judith Lioncan, historienne, maîtresse de conférence à l'EHESS, qui travaille sur les usages sociaux de la littérature. Et puis avec elle, Colas Duflo, professeur à Paris 10, spécialiste notamment de littérature du XVIIIe siècle et notamment des liens entre philosophie et littérature. Et cette séance sera l'occasion d'aborder ce qui est peut-être le plus mauvais des mauvais genres et le pire des mauvais goûts, à savoir la littérature érotique et pornographique entre le XVIIIe siècle et XIXe siècle. Et pour la séance d'aujourd'hui, nous recevons... Bonjour. Bonjour. Vous arrivez juste à temps. Pas de souci. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Oui, mais merci de faire... Et juste une question, c'est jusqu'à quelle heure à peu près Écoutez, je suis jusqu'à 18 heures. 5h30. 5h30, très bien, merci. Et donc pour la séance du jour, Marine de Rognoncourt, merci beaucoup d'être là. Donc, merci à toi, Luce. Une jeune chercheuse qui nous vient directement de Belgique. Tout à fait. Le séminaire. Je vous apporte le soleil en plus. Et donc tu es en train de préparer un projet de thèse donc, avec Sylvie Freyer-Mourt à l'université du Luxembourg. Tout à fait. Sur les rapports entre théâtre et musique chez Racine et chez Claudel. Tout à fait. Et puis, je fais un peu d'auto-publicité en même temps. Je précise que tu as déjà écrit 2 articles qui sont trouvables. Le premier sur Hunger Games dans le numéro 2 du Pardaillan. Et le troisième, apparaître sur la figure de Louis XIV dans la culture médiatique contemporaine, dans le numéro 3 du Pardaillan, apparaître en septembre. Exactement. Mais aujourd'hui, donc, on aborde un tout autre sujet, puisqu'il va être question de notre usage du téléphone portable. Tout à fait. Et de sa représentation en littérature, avec un choix assez audacieux, celui de faire se rencontrer le temps d'une étude 2 écrivains qu'a priori tout oppose, à commencer par leur statut littéraire. Oh oui. L'écrivain belge Jean-Philippe Toussaint, auteur au statut littéraire reconnu et légitimé, et puis face à lui, l'auteur à succès Guillaume Musso, en général automatiquement catégorisé plutôt comme roman de gare, de mauvais goût, donnant un mauvais genre à ses lectrices, puisque bien sûr il n'y a que des lectrices de Guillaume Musso. Voilà, je te laisse la parole, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Merci Luce, merci infiniment pour ton invitation. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et honorée d'être à Normal Sup cet après-midi pour effectivement vous parler peut-être d'un ovni, mais que j'assume à 150%. L'usage effectivement du téléphone portable de notre vie moderne et contemporaine. Et cet usage, je vais réfléchir et l'analyser à partir de l'appel de l'ange de Guillaume Musso et Fouir de Jean-Philippe Toussaint. Je vous le précise, c'est un sujet qui est totalement nouveau pour moi. C'est ce séminaire qui m'a donné l'envie de travailler ces 2 auteurs. Jean-Philippe Toussaint, je l'avais lu dans mes cours d'université. Et Guillaume Musso, quand tu m'en as parlé, Luce, de ce séminaire, j'étais en train de le lire et je trouvais qu'il y avait effectivement une comparaison, peut-être audacieuse, certes, à faire entre les deux. Et voilà, ton séminaire était le parfait prétexte. Et donc je vous invite cet après-midi, pendant une bonne heure, à un voyage en ma compagnie, sur la route à la rencontre de ces 2 auteurs, ou à la redécouverte de ces 2 auteurs, si vous les connaissez. Je débuterai cette communication par une citation d'Émile de Girardin, journaliste et homme politique du XIXe siècle. Il nous dit « Les heures les plus lentes sont toujours celles que l'ardeur des désirs cherche à précipiter. Le plaisir a-t-il donc un éperon qui presse la fuite du temps et l'attente possède une entrave qui en ralentisse la course ?» Je vous laisse méditer sur cette question, on va y revenir dans la suite. Voici, en préambule, un premier préambule, le résumé de l'appel de l'ange, de et par Guillaume Musso. L'appel de l'ange est né en fait d'une rencontre assez singulière à l'aéroport de Montréal il y a environ 4 ans. Dans la salle d'embarquement, j'ai remarqué une jeune femme qui a
pris mon téléphone portable par mégarde et qui s'en allait avec. Effectivement, on avait le même appareil. Mais cet incident m'a marqué pendant les 7 heures de vol qui me ramenaient en France. J'ai laissé parler mon imaginaire. Je m'étais dit, voilà, que se serait-il passé si l'histoire avait continué? Le roman commence par la rencontre à l'aéroport de New York entre un homme et une femme. Une rencontre un petit peu collision. On est dans cet aéroport bondé. En ramassant leurs affaires, sans faire exprès, ils échangent leur téléphone portable. Et chacun repart vers l'endroit où il habite. Lui, Jonathan, est un chef restaurateur qui a un petit bistrot français à San Francisco. Et elle, Madeleine, tient une petite boutique de fleurs à Paris. Quand chacun se rend compte de la méprise, il est trop tard. Ils sont séparés par 10 000 kilomètres. Et leur curiosité, finalement, les amène à fouiller un petit peu dans le téléphone portable de l'autre pour y découvrir, finalement, tout ce que peuvent comporter nos smartphones aujourd'hui, et savoir une sorte d'archive un petit peu de notre monde intime à travers des photos, à travers des films, à travers des mails. Et donc ils vont découvrir au début de petites choses, et ces petites choses vont déboucher en fait sur la découverte d'un lien très fort qui les unit, parce que ces deux personnages en fait sont unis par un secret très lourd, qu'ils avaient tout fait en fait pour fuir. À partir de là, ils vont tous les deux enquêter sur le passé de l'autre, et en remuant le passé, ils vont se mettre en danger. De ce que Guillaume Musso vient de dire, retenons ce qui est finalement au cœur même de cet exposé cet après-midi. Nos smartphones sortent d'archives de notre monde intime à travers des photos, à travers des films, à travers des mails. Et quant à Madeleine et Jonathan, soit les héros de ce roman, ils sont, nous dit Guillaume Musso, et de fait, unis par un secret très lourd qu'ils avaient tout fait pour fuir. Inutile de vous dire que la transition est toute trouvée pour le deuxième préambule qui arrive. Voici un résumé de Fuir de Jean-Philippe Toussaint, non pas par Jean-Philippe Toussaint lui-même, que vous découvrirez dans un instant dans un autre contexte, mais par un critique, Olivier Barraud. Jean-Philippe Toussaint n'est pas par hasard publié depuis 20 ans par les éditions de Minuit, qui accueillirent en leur temps les écrivains du nouveau roman. Minuit, c'est l'un des très rares cas dans la production française d'une esthétique littéraire façonnée par l'éditeur. Chez Jean-Philippe Toussaint, comme chez par exemple Jean Echenoz, autre écrivain vedette de Minuit, l'intrigue est relativement ténue, le ton un peu détaché mais prodigieuse, la capacité à attirer le lecteur. Écoutez comme Jean-Philippe Toussaint sait nous convaincre de partir avec lui dès les toutes premières lignes de son dernier roman, Fuir. Le jour de mon arrivée à Shanghai, Zhang Jiangzi vint m'accueillir à l'aéroport. Je ne l'avais vu qu'une fois auparavant, à Paris, mais je le reconnus tout de suite. Il était en conversation avec un policier en uniforme, juste derrière les guérites du contrôle des passeports. Il devait avoir une quarantaine d'années, les joues rondes, les traits empâtés, la peau lisse et cuivrée, et portait des lunettes de soleil très noires qui couvraient le haut de son visage. Nous attendions ma valise en bordure du tapis roulant, et nous avions à peine échangé quelques mots en mauvais anglais depuis mon arrivée qu'il m'offrit un téléphone portable. « Present for you », me dit-il, ce qui me plongea dans une extrême perplexité. Je ne comprenais pas très bien l'urgence qu'il y avait à me doter d'un téléphone portable, un portable d'occasion assez moche, gris terne, sans emballage ni mode d'emploi. Pour me localiser en permanence, surveiller mes déplacements et me garder à l'œil, je ne sais pas. Fuir donc, fuir Marie, acheminer une enveloppe à Shanghai, croiser l'exquise Li Qi, partir à Pékin avec elle, la désirer en vain. Une gare forcément surpeuplée, un train de nuit, une partie de bowling, une vieille moto Norton. Tous ingrédients parfaitement à leur place dans ce faux roman policier qui ramènera le narrateur vers l'Europe, dans l'île d'Elbe où Marie, précisément, est venue enterrer son père.
L'eau bleue de la Méditerranée, l'eau des corps, l'eau des larmes, noieront tous les chagrins. Et je termine ce qui fait office de quatrième de couverture, donc de résumé concernant le téléphone portable dans ce roman. J'avais toujours su, nous dit le narrateur de Fuir, inconsciemment, que ma peur du téléphone était liée à la mort, peut-être au sexe et à la mort, mais jamais avant cette nuit de train entre Shanghai et Pékin, je n'allais en avoir l'aussi implacable confirmation. L'exposé que je vous propose aujourd'hui, c'est une réflexion comparatiste sur deux romans francophones ultra-contemporains autour de la problématique suivante. Comment l'usage du téléphone portable dans ces deux romans reflète-t-il notre monde global contemporain? L'intérêt de cette problématique, elle me semble de trois ordres. Tout d'abord, interroger les stéréotypes et les clichés liés à l'écriture et à l'auteur Guillaume Musso. Nous sommes d'ailleurs là-dessus au cœur de ce séminaire. Deuxièmement, je ne renie pas mes origines, vous faire découvrir, voire redécouvrir un auteur belge francophone. Et troisièmement, et c'est ce qui va être le cœur de mon exposé, analyser notre monde actuel. Qu'est-ce que le fait d'utiliser un téléphone portable, action ô combien banale et usitée aujourd'hui, dit de nous, individus postmodernes, hypermodernes, voire cyborgs? Si j'en juge ce que Anaïs Gouillet nous disait, tu me le confirmes, Luce, en novembre dernier ici même, ce sera donc la deuxième partie de cet exposé. Comme le plan vous l'indique ici, l'exposé sera divisé en deux parties. Tout d'abord, le téléphone portable, médium lié à la passion, dans la solitude des draps de coton. Isabelle Bernard, dans un de ses articles sur Jean-Philippe Toussaint, tronque à dessein le titre d'une pièce de théâtre célèbre de Bernard-Marie Coltès, dans la solitude des champs de coton, et ça devient dans la solitude des draps de coton. Je m'en explique dans un instant pourquoi j'ai repris ce titre volontairement tronqué. Deuxième partie, et c'est le cœur de l'exposé, le téléphone portable, médium lié à la globalisation, un produit mondialisé, nous dit Paul Milan. Avec cette question qui finalement va être le fil conducteur de cet exposé, peut-on réellement fuir son passé? Avant toute chose, quelques petites remarques biographiques pour vous présenter chacun des deux auteurs du corpus. Tout d'abord, Guillaume Musso. Il est né le 6 juin 1974 à Antibes. Quel chanceux. À 10 ans, il découvre la littérature par sa mère, bibliothécaire de profession. À 14 ans, il débute sa carrière d'écrivain, en tout cas, il commence à écrire. À 19 ans, et ça ne va pas sans influencer grandement sa production littéraire, il découvre New York et les États-Unis. Après une licence en sciences économiques, en janvier 2004, un accident de voiture va l'inspirer pour son premier roman, intitulé « Et après ». Ce premier roman, et ça c'est très intéressant à souligner, il se vend dans 7 pays avant même sa parution en France. Résultat des courses, 3 millions d'exemplaires vendus, traduction en une vingtaine de langues et adaptation cinématographique dont je vous fais le cadeau dans un instant. Vous allez découvrir le casting de choix pour ce film, tourné en 2009, John Malkovich, Romain Duris et Evangeline Lilly. Excusez-moi, il a été vendu dans 7 pays en français? Il a été écrit en français? Alors oui, tout à fait, il a été écrit en français. Et vendu dans 7 autres pays avant la France? Exact. D'accord. Exactement. Alors par contre, pour vous dire s'il a été traduit, je pense que oui. Justement, ça me fait ouvrir une petite parenthèse, Luce, si tu me permets. À l'occasion de la sortie de son tout nouveau roman, le 30 mars dernier en librairie, Guillaume Musso expliquait que en Corée, actuellement, son deuxième roman intitulé « Sauve-moi » est le cadeau que tous les Coréens offrent à leurs fiancés pour les demander en mariage. Donc je suppose effectivement que Guillaume Musso est traduit, effectivement. En tout cas, oui. Donc, et après a été vendu dans 7 pays avant même sa parution en France, tout à fait. Alors, en 2015, pour la 5e année consécutive, c'est le romancier le plus vendu en France, selon la source GFK France, spécialiste en études de marché, et ses romans sont traduits en 40 langues. Et pourtant, et là c'est bien sûr le cœur de ce séminaire, il est victime de clichés et de stéréotypes. Ces romans sont qualifiés de romans de plage, de romans de gare, tu le disais Luce, de romans
Populaire, alors évidemment avec toute la connotation péjorative et négative que revêt ce terme. Alors la question qu'il est possible et aisé de se poser ici, est légitime, c'est pourquoi. Et c'est en cela que ma présentation va essayer humblement d'apporter sa pierre à l'édifice et de répondre. Voici, je vous le disais, un petit bonus cadeau, la bande-annonce de l'adaptation cinématographique et après. Premier roman de Guillaume Musso. J'ai vu une lumière et je me sentais bien. Mais tu es revenu. Oui. Pourquoi es-tu revenu? Votre rendez-vous est là. Joseph Kay, il est chef de clinique à l'hôpital Saint-Louis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Dr. Kay? À vrai dire, je pense plutôt que c'est moi qui peux faire quelque chose pour vous, mais je ne suis pas sûr que vous soyez prêt à l'entendre. J'ai une espèce de barge dans mon bureau. Il dirige un service à l'hôpital Saint-Louis. Maintenant, j'ai quelque chose à vous montrer, mais je ne sais pas si vous pourrez le supporter. J'en ai marre de vos mystères. Croyez-moi, c'est important. Regardez-le. Regardez-le bien. Parce que dans 2 minutes, Denis sera mort. Qu'est-ce que c'est? C'est dingue. Comment saviez-vous qu'il allait mourir? Je l'ai vu. C'est une lumière blanche, un halo qui émane de la personne. Vous voulez me dire quoi? Vous voulez dire que je vais bientôt mourir? Si jamais quelque chose m'arrivait. Pourquoi tu dis ça? Je voulais juste que tu saches que j'ai changé. Combien de temps il me reste à vivre? Je n'en ai aucune idée. Vous avez choisi quand vous avez décidé de revenir de la mort. Pardonne-moi. Qu'est-ce qui vous a ramené? Est-ce qu'il y a autre chose que je ne saurais pas, que vous ne m'auriez pas dit? Ce film existe donc en DVD et je vous l'annonce, petite promotion des autres romans qui vont être adaptés. Tout d'abord Central Park, qui reste à mes yeux à ce jour le meilleur roman de Guillaume Musso, paru en 2014, va paraître au cinéma sur les écrans. Et puis L'Appel de l'Ange, précisément au cœur de cet exposé, sera adapté en série pour TF1. Et je vous le précise aussi, Madeleine Green, héroïne du roman L'Appel de l'Ange, se retrouve héroïne aussi du dernier roman paru en librairie le 30 mars dernier, Un appartement à Paris. Ceci étant dit, pour ne pas faire de jaloux, voici quelques petites remarques biographiques sur Jean-Philippe Toussaint. Alors lui, il est né le 29 novembre 1957 à Bruxelles, d'un père journaliste, d'une mère libraire. Après avoir suivi un cursus d'histoire et de sciences politiques en France, il devient professeur en Algérie. À 20 ans, il a le déclic pour l'écriture, et c'est ainsi qu'en 1985 paraît aux éditions de Minuit son premier roman, La salle de bain. 3 ans plus tard, son second roman, L'appareil photo. En 1997, la télévision, donc vous sentez qu'il y a un attrait très fort pour les nouvelles technologies, même chose pour Guillaume Musso d'ailleurs, on va en reparler tout au long de cet exposé. Et puis, c'est ce qui m'intéresse ici, la tétralogie asiatique, en tout cas ce que la critique littéraire appelle communément, avec Faire l'amour, paru en 2002, Fouillir, paru en 2005, qui, je vous le signale, a eu le prix littéraire français Médicis, La vérité sur Marie en 2009 et Nu, paru en 2013. Alors, Jean-Philippe Toussaint, il a une triple casquette. Il est à la fois écrivain, photographe et réalisateur de cinéma. Vous allez en avoir la confirmation et la preuve dans ce qui suit. Et son écriture est qualifiée par la critique littéraire de minimaliste tout en étant extrêmement travaillée, et son esthétique de blanc textuel. Je vais revenir sur toutes ces notions dans la suite, bien sûr. Je vous le disais, réalisateur de cinéma, il a été approché en 2008 par un commissaire d'exposition au Louvre pour tourner des fragments de son roman Fuir, et c'est ainsi que vous allez découvrir Jean-Philippe Toussaint à l'écran. Regardez et soyez très attentifs parce que je vais en reparler dans la suite de cette vidéo.
Jean-Philippe Toussaint. Silence, s'il vous plaît. Ce qui est à l'origine de l'invitation de Jean-Philippe au Louvre, c'est plutôt un roman qui est Fuir. J'ai écrit à Jean-Philippe, tout simplement, une lettre qui était peut-être un petit peu exagérée, où je disais toute l'admiration que je pouvais avoir sur ce texte, qui pour moi a été l'un des textes les plus beaux que j'ai pu lire ces dernières années. Et la rencontre s'est faite. C'est là que Marie apprend la mort de son père. C'est là que Dolores Chaplin, d'un point de vue beaucoup plus élevé que le mien, a pu nous émouvoir avec le téléphone, évidemment le regard qui est celui de la douleur, et mimer finalement ou donner corps à ce qui était un fantasme littéraire, qui était la Marie de Fuir. Merci Dolores. Il y a la grande fuite dans la grande galerie. Donc ça c'est un très beau moment du tournage, c'est-à-dire un très long travelling, pratiquement sur toute la longueur de la grande galerie, où Marie, Dolores Chaplin jouant le personnage de Marie, s'éloigne en courant. Elle accéléra le pas et tâcha de quitter au plus vite les 200 mètres en enfilade de la grande galerie, comme pour fuir la nouvelle qu'elle venait d'apprendre, déviant à peine sa trajectoire et n'hésitant pas à bousculer les visiteurs qui se trouvaient sur son chemin. C'est pas mal. Action! Bravo, hein. Bravo. Trois fragments, comme vous le voyez inscrits. Il y a eu donc ce travelling sur la fuite de Marie dans la Grande Galerie, peut-être le moment clé du roman. Il y a aussi la fuite à moto, deuxième photo. Et puis la fin du roman, Marie dans la mer, et cette très belle comparaison sur laquelle je vais revenir, sur les larmes salées de Marie qui se mêlent à l'eau salée de la mer. Très belle comparaison poétique, j'y reviens. Dans la suite. Alors, après cette longue introduction imagée et audiovisuelle qui m'a semblé nécessaire pour introduire la suite, j'en viens donc au cœur même de l'exposé avec la première partie. Et tout d'abord, L'appel de l'ange de Guillaume Musso. Publié en 2011, ce 8e roman de l'auteur romancier de gare, romancier populaire, présente deux héros, Madeleine Green, fleuriste à Paris, et Jonathan Lempereur, chef cuisinier à San Francisco.
Ces deux protagonistes n'auraient jamais dû se rencontrer, mais l'échange accidentel de leur téléphone portable à l'aéroport Kennedy de New York va les faire pénétrer dans l'intimité de l'autre à la croisée des destins. À l'initiale du roman, ces deux personnages sont des fugitifs de leur propre existence et de leur passé. Ils ne savent pas en fait comment se reconstruire dans l'harmonie, et leur rencontre-collision va les mettre face à leurs démons, à leurs peurs et à leurs souffrances. Preuve qu'il n'est pas si aisé de se défaire de son passé, car il vient toujours hanter et rejouer le présent. Au fil des pages, le lecteur apprend par l'intermédiaire des fouilles de Jonathan que Madeleine est en fait une ancienne policière, traumatisée par une enquête qui remonte à décembre 2008. L'Appel de l'Ange a été publié en 2011, donc 3 ans plus tôt. Elle enquêtait alors sur la disparition d'Alix Dixon, une adolescente de 14 ans, de laquelle elles se sont très proches car toutes deux proviennent d'un même milieu défavorisé. Malgré l'habileté de Madeleine, l'enquête piétine. Traumatisée par la funeste issue de cette affaire, elle ira jusqu'à une tentative de suicide. Sauvée in extremis par Danny Boyle, son camarade de lycée désormais à la tête de la pègre locale, Madeleine change radicalement de vie et devient fleuriste à Paris. En ce qui concerne Jonathan, Madeleine apprend par son employé fleuriste japonais Takumi que Jonathan en question fut jadis un restaurateur renommé avant de divorcer de son épouse Francesca et d'ouvrir alors un petit restaurant à San Francisco. Et c'est donc en enquêtant l'un sur l'autre qu'ils vont in fine découvrir qu'ils sont liés par un très lourd secret et reliés l'un à l'autre par un fil invisible, au sens propre comme au sens figuré. Daniel Compère, venu, tu me le confirmes, le 20 mars dernier, ici même, parle dans un reportage consacré à Guillaume Musso dans Entrée libre sur France 5, présenté par Claire Chazal, pour ne pas la citer. Daniel Compère témoigne sur Guillaume Musso en disant tout d'abord qu'il s'inscrit dans un héritage. Guillaume Musso est avant tout ce qu'on appelle un page-turner, un maître du suspense qui tient son lecteur en haleine, un ressort narratif hérité des romans populaires apparus au XIXe siècle. Cette littérature populaire, elle apparaît dans la presse. Ce sont des romans qui vont paraître sous la forme de feuilletons, d'où cette appellation de roman feuilleton, roman populaire. Et des auteurs vont se spécialiser. Eugène Sue, Alexandre Dumas, et ce sont des auteurs qui vont passionner les lecteurs. On va assister à des phénomènes tels qu'on en retrouve encore aujourd'hui, de gens qui font la queue pour pouvoir lire le dernier livre sorti, et il y a des phénomènes véritablement d'engouement pour des auteurs qui vont donc devenir des célébrités de l'époque. Il s'inscrit non seulement dans un héritage, il manie assez habilement les techniques du suspense. Premier jalon sur lequel je vais revenir, mais qu'il me semble important de poser ici. Une histoire racontée sous des points de vue différents, encore une technique de plus pour entretenir le sacro-saint suspense. La plus classique étant ce qu'on appelle dans le jargon un cliffhanger. On va s'arrêter à un certain moment sur un moment de tension où l'intrigue est un nœud et le lecteur va se demander qu'est-ce qui va se passer. Dans certains romans feuilletons, autrefois, c'est là que s'arrêtait l'épisode et il fallait donc attendre la suite le lendemain, parfois quelques jours après. Musso, même si c'est à l'intérieur d'un roman, joue aussi sur ce phénomène des fins de chapitres, des fins de parties. Et puis la suite ne répond pas tout de suite à cette attente du lecteur. Pardon Daniel Compère de vous avoir coupé la chic. Guillaume Musso aussi est assez friand et habile d'un mélange des genres. Guillaume Musso est particulièrement habile dans ce domaine. Souvent, il y a une trame sentimentale, mais qui se noue avec des éléments de policier, de thriller, de science-fiction, de fantastique. Et en cela, il est aussi dans l'héritage d'une grande tradition des romanciers depuis la fin du XIXe siècle au moins. Et enfin, Guillaume Musso est caractérisé par une écriture singulière. Il y a aussi, je dirais, une certaine clarté de l'histoire. C'est une écriture très simple, mais agréable, qui
ne gêne jamais le lecteur par des aspects obscurs. Obscur, vous l'aurez compris. Si j'en viens maintenant au rôle du téléphone portable dans ce roman. Les téléphones portables sont d'une part fascinants car ils permettent l'ubiquité, autrement dit d'être proche de son interlocuteur bien qu'il soit géographiquement éloigné. Loin d'être uniquement mentale, l'ubiquité permise par le téléphone portable est désormais verbale, par la voix, et sensitive par l'ouïe. D'autre part, les téléphones portables sont terrifiants, menaçants et intrusifs de par leur revenance. Jacques Dubois, je le cite, « Le téléphone a en effet un aspect fantomatique qui scelle sa connexion avec la strate inconsciente du texte. » Fin de citation. Les téléphones portables, autrement dit, existent pour le meilleur et pour le pire et attestent des dérives communicationnelles faites de malentendus, d'ambiguïtés et de mésententes. Et cela transparaît nettement dans Fuir, soit le 7e roman paru, écrit, rédigé par l'auteur francophone belge Jean-Philippe Toussaint, paru donc en 2005 et intégré à la quadrilogie autour de Marie, dont je rappelle les titres, Faire l'amour en 2002, Fuir donc en 2005, La vérité sur Marie en 2009 et Nul, paru en 2013. Fuir comporte un narrateur masculin désinvolte, passif, détaché affectivement, qui s'exprime en « je », c'est le porte-parole de l'individu hypermoderne, qui n'a de cesse de confier au lecteur ses failles, ses désirs, ses peurs et ses fantasmes. Le porte-parole de l'individu hypermoderne, cette citation, je la dois à Isabelle Bernard, précisément, qui nous dit que, selon Gilles Lipovetsky, l'hypermodernité définit le sujet contemporain dans une nouvelle étape du processus d'individualisation. Chez le jeu de Toussaint, elle se saisit notamment dans la mise en jeu de défense narcissique et dans une grande vulnérabilité à l'angoisse. Fin de citation. Le narrateur de Fuir atterrit à l'aéroport de Shanghai où il rencontre, alors pardonnez-moi la prononciation asiatique déplorable, Zhang Zanzi, collaborateur de Marie, alors compagne, ex-compagne du narrateur, tout cela est assez ambigu et équivoque. Toujours est-il que c'est une femme moderne, résolument moderne, adepte de la nudité, styliste et créatrice de mode pour la maison Alonzi Alonso. Elle accompagne le narrateur, l'aime, le quitte, et lui permet in fine de s'interroger existentiellement sur les liens affectifs, certes primordiaux et puissants, mais néanmoins aliénants et précaires. Zhang Zanzi remet un téléphone portable au narrateur grâce auquel il pourra précisément communiquer avec Marie. Le narrateur quitte ensuite Shanghai pour Pékin en train, aux côtés de Zhang Zanzi précisément, et de Li Qi, que je prononcerai aussi Litchi, parce que le narrateur fait une comparaison avec ce prénom, avec le fruit, le litchi. Jeune femme chinoise rencontrée la veille lors d'un vernissage. Prêt à faire l'amour avec Litchi dans les toilettes du train, le narrateur en est empêché par un appel de Marie qui lui annonce le décès de son père, Henri de Montalt. Par le biais du téléphone portable, le texte établi entre Marie et le narrateur nous dit Marie-Charlotte Schneider une copulation virtuelle totale, fin de citation, à l'instar de deux images qui apparaissent simultanément à l'écran. L'une montre l'errance nocturne et ferroviaire du narrateur et l'autre montre, comme vous l'avez vu précédemment, l'errance désespérée de Marie à travers les galeries du Louvre parisien. Le téléphone portable connecte à l'Unheimliche freudien, l'inquiétante étrangeté freudienne, qui provoque non seulement un rapprochement extrême par l'oreille, la voix et la pensée de l'autre, mais aussi une impression d'éloignement, de distance absolue et d'étrangeté, à la fois intime et familière. Arrivé à Pékin, Zhang Zanzi reçoit alors un étrange appel qui va le forcer à fuir la police à moto. D'où la fuite cinématographique dont vous avez vu une photo et qui a été tournée par Jean-Philippe Toussaint également. Cette fuite, Zhang Zanzi l'a fait avec Litchi et le narrateur. Le sac que Zhang Zanzi transporte contient de la drogue échangée contre 25 000 $ en liquide, enveloppe remise par le narrateur en début de roman. Le narrateur, précisons-le, ne saisira d'ailleurs jamais les tenants et les aboutissants de ces fuites incessantes. Revenu en France, à l'issue de cette course-poursuite sur le continent asiatique, le narrateur se rend alors en Italie, précisément sur l'île d'Elbe, où se déroulent les obsèques d'Henri de Montalt, le père de Marie.
Désarçonné par la froideur de sa bien-aimée, le narrateur n'assiste pas aux funérailles de son beau-père, mais il va retrouver finalement Marie dans une étreinte aussi passionnelle que brutale, qui s'apparente, nous dit Jacques Dubois à nouveau, je le cite, à un échange de mauvais procédés à distance textuelle et sexuelle. Fin de citation. Une baignade à la signification pour le moins ambiguë va néanmoins sceller leur retrouvaille, et c'est ainsi que je cite le texte, cette très belle comparaison poétique, me semble-t-il. Je recueillais ses larmes avec les lèvres, je sentais l'eau salée sur ma langue, j'avais de l'eau de mer dans les yeux, et Marie pleurait dans mes larmes, dans mes baisers, elle pleurait dans la mer. Les larmes salées de Marie se mêlent ainsi à l'eau salée de la mer. L'amour, chez Jean-Philippe Toussaint, n'est pas entièrement ni uniquement physique, mais intrinsèquement lié à la passion, à l'érotisme, à une tension continue, à la violence et à la mort. Les personnages toussaintiens abordent les plaisirs physiques, ce qui peut sembler extrêmement paradoxal. Les plaisirs amoureux et aquatiques sont à la fois en compétition et liés par la métaphore du bercement. Marie est autant une femme charnelle qu'une femme liquide, nous dit à nouveau Jacques Dubois, requise par toute forme de l'élément aquatique. Fin de citation. Le bonheur n'est quant à lui pas immaculé, mais il paraît dû à un mouvement de retrait du monde plutôt qu'à un accord parfait entre le moi et le monde. Il s'apparente en d'autres termes à l'ataraxie, autrement dit un état exempt de souffrance. Cet état, je vous le dis, on le retrouve également dans le deuxième roman de Jean-Philippe Toussaint, intitulé L'appareil photo. Dans l'œuvre toussaintienne, le bonheur et le malheur s'enchevêtrent fréquemment, soit Eros et Thanatos, les deux forces privilégiées de Sigmund Freud. Et c'est ainsi que j'en viens au cœur même de cet exposé, la deuxième partie qui va être à l'honneur maintenant. Jusqu'ici, tout le monde me suit-il bien? Parfait. Depuis les années 90, la mondialisation, à savoir, selon Paul Milan, le processus d'accroissement des flux entre les différentes parties du monde, créant des interdépendances toujours plus nombreuses entre elles, s'est accéléré. Fin de citation. Définie comme non-lieu, la mondialisation conduit à une dilution standardisée, pour reprendre les termes d'Édouard Glissant. L'inflation massive des images et des messages dans la médiasphère génère la pratique postmoderne du zapping, qui fait vivre l'individu dans un univers de collage et de superposition où le discontinu devient universel. Né parallèlement à ce mouvement de masse, le téléphone portable en est le reflet éclatant. En effet, la production et la consommation de ce médium sont élaborées, pensées et structurées à l'échelle mondiale. Les États-Unis, le Japon et la Chine, et mettent en exergue l'action des firmes transnationales dont l'acronyme est FTN, qui sont spécifiquement le moteur de la mondialisation. Si nous prenons simplement le prologue de l'Appel de l'Ange, il est assez caractéristique de ce que je viens de vous dire. Écrit au féminin, il s'axe sur le téléphone portable, il donne le ton directement à la suite de l'intrigue, et il critique d'emblée notre société contemporaine. Lisons ensemble. C'était pratique et rassurant d'avoir toujours la famille et les amis à portée de voix. L'objet collait à l'époque, les cloisons s'effaçaient entre vie intime, vie professionnelle et vie sociale. Surtout, le quotidien était devenu plus urgent, plus flexible, nécessitant en permanence de jongler avec votre emploi du temps. Comme greffé à votre corps, votre mobile est désormais un prolongement de vous-même. Votre téléphone vous rassure, vous offre une facilité de contact immédiat qui laisse ouvert tous les possibles. L'engouement télécommunicationnel actuel atteste du mouvement biface, apparemment contradictoire, qui caractérise la vie mouvementée de l'individu contemporain. La société semble de plus en plus éclatée et le temps discontinu et brusqué pour répondre à l'impératif de la simultanéité, de l'immédiateté et de l'urgence. Dans ce contexte, le téléphone portable, objet intime et prolongement de soi, selon Francis Joret-Guibéry, permet de rompre la solitude, densifier le temps, multiplier les opportunités, rentabiliser les déplacements et coordonner les occupations. Mobile par nature, il permet le télétransport, il est une lettre gigantesque qui ne s'en glisse pas moins dans la poche et qui finira par emmagasiner toutes les données qui nous concernent. Je reprends ces termes à Maurizio Ferraris. En bref, le téléphone portable permet l'efficacité utilitariste. Gérer son quotidien actuellement ressemble, selon Francis Joret-Guibéry à nouveau, à un zapping communicationnel
occupationnel entre plusieurs lieux, tâches, rôles et passions. Fin de citation. Dans lequel, zapping, l'individu cherche, de façon contradictoire, à se composer une identité immuable qui permet de lutter contre la fragmentation de l'existence et la dispersion identitaire qui menace son existence. Dès le début de sa commercialisation dans les années 80, le téléphone portable permet d'introduire des coups de théâtre, des rebondissements, des digressions, des quiproquos et des mises en abîme. Inutile de vous dire que Guillaume Musso s'en sert à foison, puisque, notamment dans l'Appel de l'Ange, mais c'est vrai pour les 14 romans à son actif, il se sert abondamment de péripéties afin de continuellement susciter l'intérêt du lecteur, le sacro-saint suspense dont Daniel Compère a témoigné. Outre ces thèmes de prédilection à Guillaume Musso, tels que la seconde chance ou la résilience, l'Appel de l'Ange lie la comédie romantique au thriller policier. C'est par conséquent un roman hybride, car les poétiques du monde mélangent et réinventent les genres. Le concept d'hybridité permet d'envisager autant le fond que la forme. Cette hybridité, elle peut être de plusieurs types. Elle est soit identitaire, soit dialogique, soit générique, soit temporelle, soit elle concerne les personnages, soit elle concerne l'espace. Si elle est dialogique, il va y avoir la transformation textuelle de différents éléments culturels, linguistiques, littéraires, à l'instar de l'intertextualité, de la transposition mythique, de l'imitation parodique ou de l'adaptation. Si elle est générique, il va y avoir un éclatement des genres. Si elle est temporelle, il y aura la coexistence de plusieurs sphères temporelles. Si elle concerne l'espace, il y aura une superposition de lieux dichotomiques, et cette distinction, je la dois à Nicolas Balutet. Le canevas de la comédie sentimentale, quant à lui, est le suivant. Un homme et une femme, que tout oppose, tombent amoureux. Oh, combien cliché depuis Roméo et Juliette, pour ne citer que cet exemple. L'intrigue amoureuse entre les deux protagonistes du roman de Guillaume Musso passe par différents stades codifiés par le genre. Tout d'abord, Madeline et Jonathan sont éloignés l'un de l'autre par 10 000 kilomètres. À l'issue de leur bousculade à l'aéroport Kennedy de New York, ils s'injurient mutuellement. L'usage malencontreux de leur téléphone portable et leur curiosité commune vont in fine les lier l'un à l'autre. Je répète, par un fil, ils sont liés par un fil invisible. Tout d'abord virtuelle, la relation de ces deux personnages va progressivement devenir réelle. Et ils vont même se retrouver à l'endroit même de leur première rencontre. Malgré les stéréotypes liés à ce genre dans lequel l'amour triomphe inévitablement, le lecteur est tout de même curieux de découvrir les moyens mis en œuvre par l'auteur pour se distinguer et tirer son épingle du jeu. Et précisément, Guillaume Musso va doubler la comédie sentimentale d'un thriller policier. Guillaume Musso prétend, à l'envi, apprécier particulièrement Alfred Hitchcock, qui donne à voir au spectateur, en tant que réalisateur, des personnages ordinaires à qui il arrive des aventures extraordinaires. Dans les pas de ce réalisateur, Guillaume Musso maintient le suspense jusqu'au climax final, le fameux cliffhanger, et s'adapte ainsi à toutes les exigences génériques du thriller policier au rythme effréné. Un meurtre, une victime, un coupable, un mobile, un mode opératoire et une enquête, liée ici précisément à la disparition de cette adolescente de 14 ans, Alix Dixon. Quant à l'action romanesque de l'Appel de l'Ange, elle se déroule en 2011 et dès lors reflète parfaitement notre monde global contemporain. Bien avant d'être de la littérature, un roman invente, combat, se moque, interroge, démontre, interprète et disserte sur le monde. Écrire, c'est en d'autres termes dire le monde. Métaphorisée par le GPS, la notion de global renvoie à un réseau de coordonnées desquelles le point de repérage se définit et varie suivant le point de vue de l'usager. Depuis les années 60-70, la littérature est devenue globale. Ou plutôt, ce qui est devenu global, c'est la littérature. La globalisation, à savoir, je reprends cette définition à Guy Schuller, l'interdépendance croissante entre toutes les nations du monde, fin de citation, est un phénomène intrinsèquement lié à la langue anglaise et à la culture anglo-américaine. L'adjectif global est biface.
D'une part, il équivaut au terme anglais worldwide, et d'autre part, il a trait au non-européen et au non-occidental, comme nous le rappelle Michel Murat. Or, la globalisation renvoie non seulement à l'espace, mais aussi au temps et à la dimension organisationnelle. Ce phénomène résulte d'un ensemble de changements fondamentaux qui sont en cours depuis approximativement le dernier quart du XXe siècle, et qui ont trait aux technologies précisément de l'information, de la communication et aux moyens de transport. Et justement, l'appel de l'ange évoque la technologie actuelle, qui constitue le point de départ et l'incident déclencheur de l'intrigue. L'échange des téléphones portables fait débuter l'histoire de Jonathan et de Madeleine, et à force de fouiller dans l'intimité de l'autre, ils vont découvrir progressivement le secret funeste qui les lie. Ces deux protagonistes communiquent donc par téléphone portable ou par courrier électronique, et leurs recherches se font par Internet. Quant au décalage horaire entre Paris et San Francisco, Madeleine le qualifie en ces termes: « Le monde était un village », nous dit, vous retrouvez cette expression à la page 141 de l'appel de l'ange. Alors, cette expression de village mondial n'est pas sans me faire penser au syntagme défini par Quentin Flore et Marshall McLuhan, village planétaire, qui désigne les progrès réalisés en 30 ans relatifs à l'information et à la communication. Quiconque peut être immédiatement connecté au reste du globe. C'est ainsi qu'émerge cette idée de proximité entre différentes communautés, à l'instar des sociétés villageoises. De planétaire, ce village est progressivement devenu global. L'appel de l'ange évoque aussi le mode de vie actuel. Le cadre et les habitudes de vie propres à la société contemporaine sont précisément décrits. Les marques de vêtements, les meubles, les voitures, les produits alimentaires font intégralement partie du roman et servent fréquemment à caractériser les protagonistes. Quant à l'appât du gain, caractéristique de notre contemporanéité, il contamine tous les personnages. Je peux continuer, tout le monde me suit toujours bien ? Selon la critique littéraire, l'appel de l'ange s'apparente, alors là c'est un point extrêmement épineux, à un roman populaire dit para-littéraire car il touche un large lectorat et est publié en grand nombre d'exemplaires. Ce genre de roman populaire est également caractérisé par des stéréotypes. Les personnages sont manichéens, autrement dit ils correspondent à un type spécifique et prédéterminé, l'exemple de l'amoureuse narrative et innocente ou d'une gentleman auquel le lecteur peut parfaitement s'identifier. En outre, l'intrigue est conventionnelle, chronologique, et elle répond à un canevas thématique préétabli, l'exemple de l'intrigue amoureuse problématique ou d'une erreur judiciaire. Et quant à la morale, elle exalte les nobles sentiments et met en exergue le bon goût populaire. Alors faudrait-il encore définir ce que signifient ces termes, n'est-ce pas Luce? Tu me le confirmes? Alors même si le roman de Guillaume Musso répond aux critères précités, il n'en demeure pas moins qu'il s'en distingue par le recours à l'analepse, à savoir le flashback, technique ô combien prégnante au cinéma, et le cinéma, inutile de vous le dire, vous l'aurez certainement compris, c'est le 7e art influence grandement les deux auteurs du corpus de cet après-midi. Cette technique cinématographique du flashback, de l'analepse, permet de jouer avec un paramètre précis qui est le temps. Or, comment disserter d'un temps déstructuré, caractéristique de notre postmodernisme? Faut-il le définir, ce postmodernisme, et ce temps en termes de chaos, exempt alors de toute connotation péjorative, tandis que le mouvement régulier rassure, le discontinu angoisse? Comment dès lors établir une causalité dépourvue de lien? Le postmodernisme, sur lequel je vais m'axer dans un instant, se caractérise par une relation conflictuelle entre le constat et l'exigence. Nous remarquons d'une part que la vitesse de la discontinuité est propre à la société informatisée. D'autre part, c'est une exigence de l'individu contemporain qui comprend que seule la renarrativisation de son existence, je vais revenir sur ce terme tout à l'heure, peut lui permettre de se situer dans le temps avec un grand T, car la postmodernité refuse à la fois l'histoire avec un grand H et la contingence, autrement dit le hasard. La temporalité contemporaine, caractérisée par un passé insoutenable, un futur préprogrammé et un présent saturé par un rythme quasi inhumain, force le sujet, nous dit Christophe Meuret, à se réapproprier l'essence virtuelle de son existence. Fin de citation, petite parenthèse, Christophe Meuret, c'est un de mes anciens profs d'université,
à l'UCL que je salue si toutefois ils voient la captation de cette séance un jour. Tous les ici et maintenant se confondent au sein de l'univers technologique contemporain. L'attitude postmoderne vis-à-vis du passé cherche à recréer le passé en le modifiant et en y ajoutant des données nouvelles. Guillaume Musso entend justement déjouer les codes et revisiter les thèmes convenus sous un angle inédit. L'hybridité prégnante dans l'appel de l'ange dont je vous parlais tout à l'heure est spécifiquement caractéristique de la postmodernité. Or, ça signifie quoi exactement la postmodernité? Que désigne exactement l'acception postmoderne? Est-ce un mode de pensée, une attitude artistique ou une période? Le propos qui est le mien tend à privilégier davantage la troisième option, à savoir une période caractéristique, avec toutes les conséquences que ce choix méthodologique engendre. Pour cause, un terme relatif à une période spécifique est non seulement schématique, mais aussi et surtout erroné, car délimiter une période consiste à ajouter, nous dit Aaron Kibedi-Varga, un prédicat qualitatif unique à un sujet multiple. Fin de citation. Inutile de vous le dire, la périodisation existe seulement par souci didactique. Toujours est-il que le postmoderne s'établit uniquement en regard du moderne et spécifiquement de la modernité. La modernité, elle provient de la libération progressive qui dérive de l'autonomie des sciences, de la morale et de l'art, vis-à-vis d'une sagesse unique et d'une idéologie dominante. La modernité émerge à l'époque romantique en tant que sentiment inédit, nous dit à nouveau Aaron Kibedi-Varga, du caractère irrévocable de notre historicité. Fin de citation. Exempt du joug religieux et conservateur, l'homme peut ainsi s'individualiser. La modernité est également caractérisée par une société dans laquelle il existe une scission entre la narration et le savoir. Les savants se méfient désormais du récit. Et enfin, la modernité se définit en termes de fragmentation et de séparation. La postmodernité remet en outre en question les idéaux des siècles qui l'ont précédée. En ce sens, elle ne fait que réécrire quelques traits revendiqués par la modernité. Or, elle est davantage, nous dit Marc Gontard, un constat critique des dévoiements du projet moderne dans le sens d'un dépassement. Fin de citation. Cette période s'oppose à la prégnance historique pour s'ouvrir au pluralisme. L'interprétation des événements de mai 68 atteste de la façon singulière dont la postmodernité entend réaliser sa tâche réactionnelle. Ces termes, je les dois encore une fois à Aaron Kibedi-Varga. La postmodernité, donc, déconstruit. Autrement dit, elle détruit en trichant, afin de démontrer qu'un objet A n'est pas tout à fait A, mais qu'il ressemble à B. Ce déconstructivisme touche à tous les domaines culturels, scientifiques, sexuels, sociologiques, artistiques. La postmodernité désigne une réalité socioculturelle émergente en Europe dès les années 80, avant d'entrer dans une phase critique après la chute du mur de Berlin en août 89. La pensée postmoderne refuse l'idée de centre et de totalité pour privilégier, je vous le disais, le pluralisme et aussi le réseau et la dissémination. La réalité postmoderne, elle est fragmentée, discontinue, archipélique et modulaire. L'unique temporalité est celle de l'instant présent. Petite parenthèse, en 2013, Guillaume Musso publie un nouveau roman qui s'intitule précisément L'instant présent. Fin de petite parenthèse. Le sujet est décentré et peut progressivement s'ouvrir à l'autre avec un grand A. L'identité racine fait donc place à l'identité rhizome, au métissage et à la créolisation. Quant au discours narratif, il est postmoderne s'il privilégie l'hétérogénéité de notre expérience du réel. Pour ce faire, ce discours narratif se doit de se servir du fragment, du collage et du métissage textuel. Avant de passer à Fouire, avez-vous d'ores et déjà des questions? Ou pas? Puis-je continuer? Tu es très clair, tu peux continuer. C'est parfait. La renarrativisation dont je vous parlais il y a un instant est prégnante chez Jean-Philippe Toussaint. L'œuvre de ce romancier francophone belge est fréquemment qualifiée de nouveau roman, car elle rompt avec les codes esthétiques propres au nouveau roman courant littéraire français des années 50-60 et ô combien corrélé avec les éditions de Minuit, Olivier Barrault le disait en début d'exposé.
Jean-Philippe Toussaint renoue avec l'intrigue romanesque, ou plus précisément avec la fiction en évolution progressive. Pour autant, Fouire ne répond pas au canevas du récit traditionnel. Je m'explique. L'action n'est jamais résolue. Elle est sans cesse en suspens, et cela est tout à fait accepté par les personnages. C'est la raison pour laquelle l'œuvre toussaintienne s'apparente à un roman minimaliste. Le minimalisme, tout comme l'hybridité tout à l'heure, peut être formel, stylistique, énonciatif ou narratif. Si le minimalisme est formel, les textes seront courts, les paragraphes fragmentés. S'il est stylistique, il y aura un délitement du vocabulaire, de la rhétorique ou de la syntaxe. S'il est énonciatif, le minimalisme va concerner plutôt la distance vis-à-vis des affects. Et s'il est narratif, les personnages vont être indéterminés et les intrigues épurées, voire inachevées. L'écriture toussaintienne comporte foison de détails, d'images fulgurantes, de sensations, d'événements banals que le narrateur se doit de décoder et d'interpréter. C'est pourquoi Fouire comporte des trous et des blancs textuels. D'où l'esthétique du blanc textuel dont je vous parlais en introduction. Le vide textuel est intrinsèquement lié aux philosophies orientales dans lesquelles le vide génère l'évolution et la progression. En outre, l'absence de la figure patriarcale, en l'occurrence de la mort du père de Marie, Henri de Montalt, et le vide qui en découle permet les retrouvailles du couple. Le thème de la fuite et de la mobilité, vous l'aurez certainement compris, est non seulement prégnant dans L'Appel de l'Ange, partagé entre la France et l'Amérique, et ça c'est une constante de tous les romans de Guillaume Musso, mais aussi de ce roman francophone belge, partagé entre Shanghai, Pékin et l'île d'Elbe. J'y reviens. Le titre, vous vous en doutez donc, n'a pas été choisi au hasard. Or, fuir, c'est un verbe à l'infinitif. Jusque-là, tout le monde me suit, je pense. Mais, pourtant, c'est un verbe qui essaye vainement d'objectiver ce qui ne peut l'être, tant la peur et le désir sont omniprésents, agissent et perturbent. Hormis l'objet transitionnel qu'est le téléphone portable, Fuir est le roman toussaintien qui comporte le plus de séquences de voyage, à bord de différents transports et au sein de nombreux hôtels décrits avec minutie. Le narrateur entend fuir son passé, intrinsèquement lié à Marie. Le roman débute par cette question initiale, était-ce perdu d'avance avec Marie? Tandis qu'elle demeure en Europe, à Paris, il se trouve en Asie, en Chine. Il revient pourtant vers elle à la fin du roman. Elle est continuellement en fuite, il cherche coûte que coûte à la fuir, et pourtant, il n'a de cesse de contourner l'inévitable, car tout le ramène inéluctablement à elle. En d'autres termes, leur histoire d'amour n'en finit pas de finir. Eh oui, c'est un poisson qui se mord la queue. Hormis le titre, la fuite, c'est le motif thématique du roman. De Paris à Shanghai, de Shanghai à Pékin, de Pékin à l'île d'Elbe. Ce sont les trois parties constitutives du roman, et cette mobilité du narrateur véritablement rythme l'action. Fuir reviendrait donc à se précipiter ailleurs. Le narrateur ignore, et le lecteur a fortiori encore plus, ce que le narrateur cherche à fuir ou vers où il se dirige. Les protagonistes toussaintiens entretiennent en outre un rapport paradoxal au temps. D'un côté, il le fuit, et de l'autre, il s'adapte à son cours. Selon Jean-Philippe Toussaint, la Chine est un pays en perpétuelle mutation. C'est un pays mobile, indomptable, un lieu exotique et en évolution constante. Face à ce pays inconnu, le narrateur s'en voit profondément étranger, isolé, et il demeure, selon Jacques Pierramette, le prince des solitudes. La technique, quant à elle, est au service d'une spatio-temporalité fluide et mouvante. De fait, la rapidité des déplacements, y compris ceux davantage virtuels et instantanés forcés par le téléphone portable, emporte les protagonistes d'un endroit à l'autre du globe et crée ainsi des coupures et des raccords dans l'espace, à l'instar d'un montage cinématographique. Et cela va générer un effet tout à fait déstructurant. S'il advient un sentiment d'aliénation et de paranoïa, doublé d'un sentiment d'oppression chez le narrateur, c'est engendré par, nous dit Isabelle Bernard à nouveau, l'effet de désorganisation structurelle et par la reconfiguration permanente des espaces auxquels sont confrontés les personnages. Fin de citation. Le lieu romanesque toussaintien se situe dès lors dans un entre-deux et dans un interstice.
Ce n'est pas un endroit précis du globe, défini par une latitude ou une longitude, mais il se trouve plutôt dans un espace abstrait et incertain, au sein duquel les pensées et les sentiments se transforment et évoluent. C'est un endroit plutôt fluide et mouvant qui se confond, nous dit Nathalie Chrome, avec les flux immatériels des voix qui transitent par le téléphone portable. Fin de citation. J'en viens à l'analyse conjointe des deux romans du corpus. Tout va bien? Tout le monde me suit toujours? Super. L'un et l'autre roman donnent à voir au lecteur l'existence des personnages au sein d'une action déjà débutée. Comme l'identité de chaque individu semble directement connue, le caractère romanesque inaugural est par conséquent masqué. Cette démarche est assez déstabilisante, car le lecteur paraît entrer dans un monde déjà en état de marche. Les protagonistes de Guillaume Musso et de Jean-Philippe Toussaint sont donc d'emblée connus du lecteur. Pour preuve, le premier chapitre de l'Appel de l'Ange débute par une conversation téléphonique en cours de Madeleine qui annonce à sa meilleure amie, Joanne, la demande en mariage de Raphaël, alors son fiancé. Quant au narrateur toussaintien, il confie immédiatement son ressenti au lecteur. En outre, les noms des protagonistes peuvent parfois prêter à confusion et le lecteur ne comprend pas directement de qui il s'agit. C'est le cas par exemple du docteur Esteban dans l'Appel de l'Ange. Jonathan croit à tort qu'il s'agit de l'amant de Madeleine, alors qu'en fait il s'agit de sa psychiatre. En ce qui concerne l'œuvre toussaintienne, elle contient également des noms ambigus, non pas d'enfouir, mais plutôt, nous rappelle Françoise Révaz dans La salle de bain, le premier roman paru par Jean-Philippe Toussaint, des noms tels que Delon ou Edmondson. Tandis que Guillaume Musso trouve précisément la plupart de ses idées romanesques dans les aéroports ou à l'étranger, il en va de même pour Jean-Philippe Toussaint, qui prétend qu'écrire consiste à fuir. Se distancer et échapper au monde pour mieux fictionnellement le reconstituer, c'est bien l'objectif poursuivi par les deux auteurs qui nous intéressent aujourd'hui, perceptible dans leurs romans respectifs par l'ancrage initial de leurs protagonistes dans un aéroport. Prendre l'avion, vous en conviendrez, autant qu'utiliser un téléphone portable de nos jours, c'est tout à fait banal, anodin, usité. Or, il pose question. Lieu de vie ordinaire, l'aéroport est pourtant porteur d'une spécificité liée à son statut de non-lieu et liée à sa fonction. Considéré comme lieu d'attente, l'aéroport revêt une fonction transitoire de lieu-seuil qui facilite le passage d'un espace et d'un temps à un autre. En effet, l'aéroport est autant un passage vers qu'un accès à une destination de voyage spécifique. Le seuil est la fonction usuelle de l'aéroport. Ce lieu ne vaut rien en lui-même, mais vaut par la mobilité et la transition qu'il est capable de produire. Le roman contemporain joue à l'envi avec cette fonction transitoire usuelle de l'aéroport. En d'autres termes, si le roman contemporain contient des séquences qui se déroulent dans un aéroport, celles-ci constituent des passages circonscrits du récit, lesquels ont précisément une fonction transitoire vers des articulations narratives capitales. C'est la raison pour laquelle ces séquences se trouvent soit au début, soit à la fin du roman. Le roman contemporain garde ainsi de l'aéroport sa fonction fondamentale de territoire de transition afin de figurer un seuil spatio-temporel. En tant que lieu de transition, l'aéroport génère automatiquement la question de la relation à autrui. Le transport aérien génère une contiguïté entre différentes cultures et engendre une représentation du monde entièrement discontinue. Quand il s'agit de l'aéroport, il existe une dissonance entre la médiation et la transition. En effet, la solitude caractérise davantage la normalité de l'aéroport en tant qu'espace de l'attente. Marc Auger nomme ce phénomène de contractualité solitaire pour définir les non-lieux de la surmodernité, opposés aux lieux anthropologiques que sont, précisément, l'aéroport, l'autoroute, le supermarché ou l'hôtel. Et j'en viens à la conclusion de cet exposé, en citant tout d'abord Francis Jauregui-Berry. Au-delà de leur aspect technique, les portables nous parlent de notre société, où l'homme est devenu démiurge de lui-même, avec la part d'imprévisibilité et d'inachèvement que cela suppose. Fin de citation. Le téléphone portable reflète donc notre société globale contemporaine. Dispersion des occupations, fragmentation des espaces, accélération du temps et massification de l'individualisme. Tout en les renforçant, cet outil d'ubiquité dénonce ces tendances.
L'expérience du branché du téléphone portable démontre qu'à l'heure où l'on parle de postmodernisme, c'est davantage la postmodernité à laquelle l'individu accède. L'innovation technologique pose de plus en plus questions et crée des zones d'incertitude. L'ubiquité permise par le téléphone portable confronte in fine l'individu contemporain à sa condition moderne, à savoir faire preuve d'efficacité et de rationalité dans son rapport au monde, sans pour autant oublier son désir d'autonomie, sa sensibilité subjective et son imagination créatrice. Utiliser un téléphone portable, c'est en définitive un message lié à une interprétation concrète de la vie en société, lequel comporte une certaine vision du temps, de l'efficacité de la représentation, non seulement des sens, mais aussi de nos actes. Et je terminerai par cet encart bibliographique, ô combien important et précieux, qui m'a permis de réaliser cet exposé. J'ai été ravie de passer cet après-midi en votre compagnie. Je suis désormais ouverte à toutes vos questions, et j'espère que ces recherches que j'ai menées pour vous, avec grand plaisir, vous en auront appris autant que moi. J'ai pu en apprendre sur ce sujet sur lequel j'étais tout à fait novice. Merci encore infiniment, Luce, pour ton invitation et à vous pour votre présence. Merci beaucoup, Marine. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si... Moi, il y a pas mal de choses auxquelles j'ai pensé en t'écoutant. Je ne sais pas si ça peut passer pour des questions, mais j'ai plein de petites... mais je t'en prie. Plein de petits flashs. J'ai trouvé très amusant déjà que tu commences par citer en premier mot Émile de Girardin, qui est quand même, avec Armand Dutac, l'inventeur du procédé du roman feuilleton. J'ai trouvé que c'était une espèce de retour aux sources qui était assez joli clin d'œil. Voilà. Donc, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Moi, j'aimerais bien. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup fait penser, c'est les cadres de la paralittérature. Enfin, oui. Vous avez parlé de la critique qui évoque Musso comme un romancier paralittéraire. Oui. Et je pense en fait qu'il faudrait s'interroger sur le cadre éditorial de ces romans, et notamment sur le fait que les auteurs cherchent à correspondre à une sorte de super lecteur qui serait l'éditeur, et qui n'est pas du tout qui n'a pas du tout les mêmes exigences selon qu'il est Bernard Fixot aux éditions Ixo, où est publié Guillaume Musso par exemple. Tout à fait. Ou Jérôme Lindon en son temps, ou ses successeurs aujourd'hui. Voilà, tout à fait, pour les éditions de Minuit. Pour Minuit, et on peut en avoir la preuve au moins du côté de Minuit, c'est que beaucoup d'auteurs témoignent de cette volonté de correspondre aux exigences d'un éditeur et à la configuration d'un catalogue qui les précède. On voit bien ça, Echnoz le raconte bien dans Jérôme Lindon, le petit livre qu'il a écrit sur la publication de son premier roman, avec l'éditeur qui fixe le titre. C'est sa prérogative, mais chez Minuit, on le fait avec beaucoup de sérieux, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Et maison aussi dans laquelle il faut correspondre à un certain nombre de critères. Il n'y a pas de cahier des charges fixe, mais quand on publie chez Minuit, on ne pourra jamais être taxé de paralittéraire, ça c'est certain. Oui, tout à fait. Donc il faut absolument... C'est ce qu'Olivier Barraud disait d'ailleurs dans le reportage que j'ai diffusé, c'est que rares sont les courants littéraires qui ont été autant façonnés par l'éditeur. Et oui, mais c'est tout à fait ce que vous dites. Oui. Et donc peut-être que... Alors, ce cadre éditorial et d'une façon un peu plus large, l'identité du lecteur, ça pourrait être intéressant pour comprendre quelle est la distinction entre cette littérature qu'on appelle paralittéraire et l'autre, la littérature qu'on appelle littéraire en fait. Qui lit, détermine l'inscription de l'auteur dans tel ou tel champ. Quoi. Oui, tout à fait. C'était juste une réflexion. Tout à fait bienvenue. D'ailleurs, si je peux me permettre de rebondir, je vous laisse la parole juste après, mais c'est... en fait, c'est tout ce que tu dis qui est très juste, c'est une permanence d'un système qui est... et je trouve assez fascinant, notamment pour cette question de savoir qui lit et à quel point ça détermine. Et par retour, il y a un jugement qui est porté sur le public qui lit quelqu'un comme Guillaume Musso, tout à fait. qui fait effet boomerang, c'est-à-dire que
le mépris porté sur le lectorat rejaillit sur le livre et sur l'écrivain derrière lui, et on recommence la même spirale. C'est impressionnant de voir comme ça fonctionne comme ça depuis le premier roman populaire, celui des 1830, 1840, 50 encore. C'est un roman qui s'adresse au peuple sans aucune espèce de distinction. Et puis petit à petit, des niches éditoriales se créent et il est impossible de savoir qui commence entre le public qui réclame des romans plus spécifiques et les éditeurs qui construisent avec même le boutique et la collection qui construisent cette demande. Mais moi, il me vient en tête un auteur comme Gustave Le Rouge qui est qualifié de Jules Verne des midinettes par ses contemporains. Ce qui est une marque de mépris incroyable, mais double surtout. Parce que le fait de le qualifier de Jules Verne l'inscrit comme, en fait, on dit c'est un sous-Jules Verne, c'est-à-dire on lui nie son identité autoriale propre pour l'inscrire comme continuateur moins bien que l'original, et mépris pour le lectorat qui est supposé être visé, et qui est voilà, la midinette à l'arme facile. Et je trouve que c'est un peu la même chose qui se produit avec Guillaume Musso ou avec quelqu'un comme Marc Lévy qui est exactement sur le même créneau. Et là-dessus, effectivement, Arlen Coben aussi. Et tous ces auteurs qui sont aujourd'hui extrêmement connus pour écrire des romans qui sont sentimentaux, faciles à lire. Il y a sur la couverture un homme et une femme dans une étreinte quelconque. Non mais c'est vrai, c'est à peu près toujours ça. Si on prend les collections, si on prend les couvertures de Guillaume Musso, tu nous en as montré quelques-unes, si on les prend bout à bout, il y a une construction d'une cohérence folle en fait. Tout à fait. C'est toujours le même schéma littéraire qui revient, de roman en roman. Oui, tout à fait. Moi, mes questions, elles étaient plutôt sur le téléphone, mais c'est vrai que c'est intéressant ce débat sur je dirais sur la facilité. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont faciles et trop simples et qui peuvent manquer d'intérêt, mais je trouve que en général la facilité, justement, c'est quelque chose que la facilité, la lisibilité, c'est tout un travail et je trouve ça effectivement déplacé de reprocher de dire à quelqu'un que son œuvre est facile, mais si elle est facile, c'est peut-être justement facile à travailler, mais en tout cas il est arrivé à ça. Moi, mes comparaisons, ça serait plutôt en peinture ou quand on voit certaines œuvres, alors de gens par contre qui sont reconnus, je pense à Picasso, à Matisse ou à Nicolas de Staël, quand on voit c'est tout un cheminement pour arriver justement avec un minimum de moyens, mais donc un maximum de lisibilité, à exprimer le plus d'émotions, ou simplement paysage avec quelques traits verticaux, horizontaux. Le deuxième point sur alors pourquoi c'est un sous-genre, enfin paralittéraire, on peut toujours s'interroger justement qui fait ces classifications, où sont les enquêtes qui vont dire que c'est... Et parce que c'est ce type de population qui le lit, alors c'est un sous-genre, on ne sait pas qui le lit, apparemment il y a des gens qui font comme vous, qui font des études, qui sont aussi passionnés par ça. D'un point de vue concret, ce qui m'interpelle, c'est par exemple les critiques de cinéma, entre autres, des gens que j'aime beaucoup, c'est... je ne regarde pas beaucoup de films, mais de temps en temps, si je dois en regarder, je regarde les critiques de Télérama pour savoir ce que c'est. Et ça m'a souvent arrivé d'être déçu dans l'autre sens, c'est-à-dire des films qui se faisaient descendre parce que trop facile, parce que l'acteur, effectivement, est un acteur, mais des fois c'est ce qu'on recherche aussi, je dirais, sans parler de cabotinage, et simplement parce que c'est trop facile. On va le descendre, et alors moi je me suis fait beaucoup plaisir et que j'y ai trouvé même du fond dans ces films. Et ma question, donc c'est pas pour ça, je m'excuse pour cette parenthèse, mais c'était vous veniez d'en parler, et je trouve qu'effectivement pour moi la facilité c'est au contraire quelque chose qu'on devrait beaucoup plus rechercher,
en tout cas, rendre accessible, rendre lisible, et je pense que c'est même le propre des grands auteurs. Il y a une phrase qui nous guide dans la vie, c'est je vais simplifier, mais c'est un entretien avec Hokusai, et puis à la fin il dit j'aimerais pouvoir vivre encore, il a 70 ans, il dit j'aimerais pouvoir vivre encore, je crois, 10 ans, 20 ans de plus, et arriver à donner de la vie à un point. C'est-à-dire que je fais quelque chose de, enfin, à la fois très simple et sans doute très porteur de sens, et ça touche les gens. J'ai juste touché la toile avec mon pinceau, et ça y est, j'ai réussi à faire quelque chose de beau. Et il a vécu 20 ans de plus. Enfin bon, je trouve qu'il a réussi quand même pas mal de choses. C'était sur le téléphone portable. Là par contre, c'est ça qui m'a attiré. En fait, pour tout vous dire, je suis un ancien de Télécom Paris. Je me suis dit, je voyais plus l'aspect sociologique, je n'avais pas compris que c'était quelque chose de plutôt sur la littérature, mais ça empêche justement que ça soit très intéressant, et sur l'aspect sociologique du téléphone portable. Enfin, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans le téléphone portable, parce qu'on dit un téléphone portable, smartphone, téléphone intelligent, mais c'est bien au-delà qu'un téléphone. Enfin, moi-même, j'essaie de me débarrasser de tout ce qui est technologie, et justement, un des intérêts du téléphone intelligent, smartphone, c'est que il m'a permis de gagner du temps par rapport à l'ordinateur fixe, même si ça me bouffe un peu parce que j'en fais un peu partout, je réponds à mes mails un peu partout. Sachant que moi, donc, je suis plus du tout, j'ai plus d'activité salariée ou rémunérée, et je fais que du bénévolat, mais ça demande beaucoup justement d'interaction avec les gens. Et ça, c'est en tant qu'outil de communication, mais c'est un bureau, quoi. Et en fait, les gens disent ton téléphone, mais c'est l'équivalent d'un ordinateur, et même l'ordinateur, qu'est-ce qu'il représente? En fait, tout ce qu'on peut y mettre dedans, hein, tous les outils, enfin, toutes les activités qu'on aurait pu avoir, artistiques, sociales, intellectuelles, elles sont rassemblées dans un seul outil. Et bon, c'était peut-être pas le but de la présentation d'approfondir tout l'usage sociologique du téléphone, mais avec aussi ses dérives. Mais bon. Et ceci dit, j'avais juste, comme ça, je ne sais pas ce que ça pourrait donner à Télécom Paris, mais ça pourrait être intéressant, justement. Il y a un département de sciences économiques et sociales à Télécom Paris, et ça pourrait être intéressant, justement, d'aborder le téléphone sous l'aspect littéraire et sociologique aussi dans ces écoles. Enfin, moi, j'y suis intervenu pour Greenpeace. Là, c'était plus l'aspect pollution, source de conflit, en même temps que outil. Hein. Et je pense que ces écoles d'ingénieurs peuvent être intéressées par ce genre de choses. Donc c'est pas vraiment une question, si ce n'est, le téléphone, c'est un objet de tous les jours, donc que des auteurs à succès l'utilisent, on comprend, mais moi, à la limite, ma question, est-ce qu'il y a justement des auteurs où le téléphone est encore plus présent, enfin le téléphone, le smartphone, est plus présent dans le roman, où c'est au-delà d'un... Là, j'ai l'impression que c'est plus un déclencheur ou quelque chose en pointillé. Est-ce qu'il y a des auteurs qui en ont fait un personnage, ou je ne sais pas. C'est une bonne question. Je pense très clairement que le téléphone portable d'Enfouir, de Jean-Philippe Toussaint, peut répondre d'une certaine manière est presque un personnage. Et de la même manière, pour l'appel de l'ange aussi, parce que, comme vous dites, ce sont des déclencheurs, mais je pense qu'il y a plus que ça, parce que ça rejoint, c'est pour ça que j'ai repris cette diapo, ce que vous disiez, et ce que Guillaume Musso disait aussi, nos smartphones, c'est une sorte d'archive de notre monde intime, à travers des photos, à travers des films, à travers des mails, et le prologue le dit aussi, c'est le smartphone, le téléphone portable, c'est devenu un prolongement de soi-même. Vous le disiez tout à l'heure, J'ai pas envie de dire ça. Mais il porte beaucoup de moi-même. Ouais. Oui, vous l'avez à la main depuis tout à mais l'heure. je l'ai à la Oui, quelque part, il y a c'est l'heure, déjà, moi, c'est l'heure. Voilà. Si je dois échanger avec des gens et qu'il y a une urgence, effectivement, je vais vérifier au moins
si j'ai un message, sachant que je peux m'en passer complètement. En fait, c'est devenu une accroche. Et ce qui me gêne, c'est de dire c'est un prolongement, comme si on était. Mais c'est peut-être. Oui, vous avez raison. Hein, on peut être dépendant et à quel point c'est mentalement tout ce qu'on y met dedans. Effectivement, les photos, comme si on faisait un journal, de sa vie. Tout à fait. Alors, ce sujet-là, des auteurs qui ont fait du téléphone un personnage, personnellement, j'en connais pas. Par contre, une utilisation qui va vraiment explorer les potentialités du téléphone. Il y a des tas de romans. Alors là, on se situe plutôt dans la catégorie roman jeunesse ou roman young adulte ou des choses comme ça. Mais des romans qui jouent sur la mise en page avec à l'intérieur du texte, tout à coup le protagoniste, il y a un échange, il reçoit un SMS et il y a un échange de SMS, et bien le texte en paragraphe classique comme on les connaît s'interrompt et l'échange de SMS est représenté dans les petites bulles des iPhones avec les phylactères de BD, une de chaque couleur, de chaque côté, etc. Dans l'appel de l'ange, il y a ça. Écoute, tu vois, j'ai pas lu l'appel de l'ange, mais voilà, comme quoi c'était... je tombais pas si à côté. Pour introduire la semaine prochaine, 50 nuances degrés aussi, beaucoup. Il y a ça. Donc oui, si, enfin, moi, quand tu as parlé de la mise en page, ça me fait penser à ça tout de suite. C'est-à-dire que je pense qu'il y a... Évidemment, aujourd'hui, c'est devenu un outil très 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 facile d'identification à plein de degrés. C'est-à-dire que vous mettez aujourd'hui un personnage avec un smartphone en main, vous savez à quelle époque se situe l'histoire. Il n'y a pas besoin d'une autre indication. Première identification possible, la chronologie. D'identification parce que aujourd'hui, quasiment tout le monde a un téléphone et donc on s'identifie à l'usage que le personnage peut faire de son téléphone. C'est un élément qui est presque banal aujourd'hui dans l'emploi qu'on en fait. Autant nous que en littérature. Par contre, arriver comme ça à l'intégrer dans la mise en page, c'est-à-dire arrêter le texte et ouvrir un autre espace de texte qui est différent, ça vous projette, vous, face à votre propre écran de téléphone où vous lisez vos messages. Donc là, il y a une espèce de rentrée dans le texte qui est encore accrue par cet outil qu'est la mise en page. Et une chose aussi à laquelle ça me faisait penser, moi j'ai eu la chance d'assister à la conférence du séminaire in-game qui a été tenue sur ce jeu qui s'appelle le Normal Lost Phone, qui est le pitch du jeu, c'est que vous trouvez par terre un téléphone portable perdu et lorsque vous le ramassez, vous voyez qu'il y a des messages de papa qui dit « Où es-tu ? Nous sommes extrêmement inquiets, nous avons appelé la police ». Et donc, vous ouvrez le téléphone portable de cette personne pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé en lui disant « Il y a quelqu'un en danger, peut-être le téléphone peut m'indiquer où est passée la personne, etc. » En fait, ça se transforme très très vite en expérience à la limite du voyeurisme, ce qui pose plein de questions qui sont propres au jeu, donc je ne vais pas m'aventurer là, mais il y a aussi là une manière de vous mettre face à votre propre usage du téléphone, c'est-à-dire qu'on va fouiller dans les photos pour essayer de trouver des indices sur la vie de la personne, on va lire les conversations de messages, et tout ça, en fait, ça nous met en regard à nos propres pratiques du téléphone, un peu de la même manière que ces écrans de téléphone qui surgissent dans un livre. J'avais envie de répondre à une dernière chose par rapport à ce que vous avez dit sur la simplicité, la facilité. Stylistiquement parlant, la simplicité, c'est la chose la plus difficile à atteindre. C'est beaucoup plus facile d'accumuler que de faire du simple et du percutant. Encore faut-il que le simple soit percutant, mais c'est un autre problème. Et il y a une évolution, et moi, je ne suis pas une grande lectrice de Guillaume Musso et de Marc Lévy, mais ce que j'ai lu d'eux m'a frappé dans un sens, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont le point d'aboutissement d'une évolution qui part du feuilleton du 19e, stylistiquement parlant. Les auteurs de feuilleton du 19e, c'est des auteurs du 19e, c'est-à-dire qu'on est dans des grandes phrases, on a de la ponctuation, d'un usage extrêmement différent, c'est-à-dire qu'on a le point-virgule, le tiret, avec abondance, les points de suspension, il y en a absolument partout, on est dans un usage très différent, et on est dans l'emphase du 19e, dans l'emphase de la Belle Époque, etc. Et quand on réédite ces textes dans les années 50, on les coupe, évidemment, on les coupe parfois de plus de la moitié, et on ne fait pas que couper des paragraphes entiers. On épure au niveau stylistique, c'est-à-dire que
vous prenez une phrase. Vous voulez dire qu'on les réédite pour les enfants Quand on les réédite dans les éditions, même pas forcément pour enfants. Moi, pardon, parce que c'est le seul sur lequel je suis capable de donner des exemples précis, mais quand on réédite Michel Zévaco, Les Pardaillants en livre de poche dans les années 70, c'est la collection du livre de poche pour normale, entre guillemets, qui n'est pas destinée à la jeunesse. Celle que vous avez lue, je suis ravie d'apprendre que vous avez lu Zévaco. Et quand on réédite Zévaco dans le livre de poche dans les années 70, on prend une phrase, on a un adverbe, un verbe, un sujet, on enlève l'adverbe parce qu'on n'a pas besoin d'un adverbe, c'est trop lourd. On enlève le complément circonstanciel parce que c'est pareil, c'est superflu. Et on réduit à sujet, verbe, complément. Ah oui. Et en fait, l'écriture de Guillaume Musso et de Marc Lévy, c'est sujet, verbe, complément. C'est l'aboutissement de cette évolution-là. C'est là où ça me fascine, je trouve, dans l'écriture. Parce qu'il y a comme l'intériorisation d'une contrainte éditoriale qui vient de très loin. Après, je ne sais pas si c'est le 19e aussi, c'est une époque où il n'y a pas encore trop d'images. La photo, elle n'est pas si répandue, ou la gravure. Et peut-être que justement, les lecteurs avaient envie de plus d'images, à faire des longues descriptions, à travers même de la ponctuation, de la typographie, que ce dont on n'a plus besoin maintenant, parce qu'on est abreuvé d'images. Ouais, c'est... Et en même temps, donc c'est pour dire aussi que trop simple comme maintenant, que la complexité dans la forme qu'il y avait au 19e, elle était quand même intéressante Et évidemment, moi je peux décemment pas vous dire le contraire, de toute façon. Mais c'est de toute façon l'univers mental des lecteurs comme des auteurs a trop changé, mais je trouve que l'évolution, autant en elle-même quand on regarde d'où elle est issue, est fascinante. En tout cas, entre parenthèses, moi je connais pas du tout Guillaume Musso, mais j'ai très envie maintenant. Au moins j'aurais Vous avez au moins rempli vos objectifs. Mais je dois avouer... ça me touche beaucoup. Ouais, moi je lis assez peu, mais moi mes auteurs c'est plutôt... récemment aussi, c'est Daniel Pennac ou Marcel Aimé, ou Hermann Hesse en allemand. Et je dois avouer que je suis tombé sur Marc Lévy sans aucun a priori, je savais juste qu'il était très connu. Et le premier, je ne me rappelle plus, un de ses plus courants, c'est une femme qui est morte, mais qui est encore... je ne me rappelle plus comment il s'appelle le jour d'après. Enfin bref, et ça m'a scotché et j'ai eu envie d'en lire plein d'autres après. Et donc je me dis, si Guillaume Musso est dans cette veine, ça risque d'être très intéressant. Avec, je trouve, justement, des thèmes, pour moi, c'est pas si anodin que ça. On peut y trouver même des dimensions spirituelles. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci de m'avoir donné envie de lire Guillaume Musso. Alors là, j'aurais tout gagné, merci beaucoup. Et juste pour peut-être conclure sur cette idée de facilité, ce qui est sûr, c'est que Guillaume Musso le dit très souvent dans ses interviews, il a toujours un squelette, un canevas de ses intrigues, les liens entre les personnages, les rebondissements, les cliffhangers, etc. C'est toujours le même? Je l'ai dit, c'est vrai, il a ses thèmes de prédilection. Après, voilà, il joue autour de ces thèmes-là. C'est sûr que les 14 romans qui sont parus dans le dernier appartement à Paris, c'est toujours ça aussi entre les États-Unis et la France. Ça, c'est canevas absolu et qui dit beaucoup de choses de notre monde actuel, je trouve. Mais c'est sûr qu'il a un squelette d'intrigue assez récurrent. Mais ce qui est sûr, c'est que cette facilité, elle part pas, elle est fabriquée, elle part pas de nulle part. Donc c'est pour rebondir sur ce que vous disiez. Est-ce que vous avez d'autres... Sinon, on peut peut-être clore la séance sur cette conclusion. Oui. Appropriée.